Bonjour, l'émission spéciale de Radio Arménie aujourd'hui a pour invité Fabrice Balanche, qui est connu des auditeurs de Radio Arménie. Bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice Balanche, donc vous êtes géographe, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, notamment de l'espace Syrie-Liban, Jordanie, Irak. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la Syrie, sur la crise syrienne, sur l'après-crise syrienne, la situation actuelle, donc les questions géopolitiques, les questions géographiques et les questions démographiques n'ont pas de secret pour vous pour ce qui concerne le Moyen-Orient, mais vous vous intéressez aussi à l'Arménie, puisque vous étiez parmi ceux qui étaient invités par je suppose que c'est le gouvernement arménien qui a organisé une conférence qui s'est appelée Yerevan Dialogue, en tant que spécialiste donc de la géopolitique régionale. Vous êtes intervenu et vous avez participé à ce colloque. Alors, cette conférence, Yerevan Dialogue, ça rappelle un peu, le titre rappelle un peu d'autres conférences dans la région, comme Caucase Dialogue ou Azerbaïdjan Dialogue ou Dialogue Azerbaïdjan, etc. Donc, il y a eu d'autres conférences qui ont eu lieu. Quel était le but de cette conférence et quels étaient les participants de la conférence du Yerevan Dialogue? Oui, alors donc cette conférence est assez semblable à ce que celle qu'on peut fréquenter évidemment dans le Caucase, mais au-delà du Caucase, au Moyen-Orient ou ailleurs. Hein. Donc, cette espèce de grand forum organisé par des think tanks. Là, en l'occurrence, c'était un think tank indien, une fondation indienne avec laquelle le gouvernement arménien collabore, qui l'avait organisé. Donc c'était intéressant parce qu'il y avait aussi beaucoup de gens donc, du sud-est asiatique, et notamment d'Inde, du Bangladesh, qui étaient là. Ce qui montre cette recherche pour l'Arménie, justement, de trouver de puissants alliés dans les pays du Sud. Hein. Et l'Inde est un pays qui compte, surtout parce que le Pakistan étant allié de l'Azerbaïdjan, eh ben, naturellement, l'Arménie va se rapprocher de l'Inde. Au même moment où il y avait le Yerevan Dialogue, il y avait aussi toute une conférence sur l'Arménie en Inde, auquel d'autres collègues participaient. Alors, qui participe à ce genre de conférence? Ben, il y a donc des chercheurs comme moi de l'université, mais c'est plutôt des gens qui viennent des think tanks en général, think tanks anglo-saxons, européens, mais là, beaucoup de gens des think tanks du Sud, par conséquent, puisque c'était l'Inde qui organisait. Des politiques, évidemment, on a vu M. Pachinian, le ministre des Affaires étrangères, quelques diplomates occidentaux. Il y avait le secrétaire adjoint du ministère des Affaires étrangères français qui était là. Le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg. Bon, on n'avait quand même pas Ursula von der Leyen ou directement des ministres, mais il y avait quand même quelques diplomates européens. Et la première journée était dédiée justement au projet en anglais, donc The Crossroad for Peace, hein, le carrefour de la paix, euh, tous présenté donc, par le Premier ministre Nicole Pachinian, qui a expliqué que l'Arménie devait devenir un carrefour de transport Voilà, de la nord-sud, paix. est-ouest, euh, de manière à avoir des projets communs avec les pays voisins pour euh, inscrire la paix, sceller la paix dans la région entre l'Arménie et les voisins. D'accord. Et Donc, en fait, ça tournait autour de ce concept du ça, c'était carrefour de la le paix. premier jour. Ça, c'était le premier jour. Le deuxième Ah, c'est- jour, c'était beaucoup plus économique avec l'Arménie, pays émergent, développement économique, avec différentes tables rondes sur plutôt les sujets économiques, alors que la première journée était davantage dédiée donc, à la présentation de ce projet et à son inscription géopolitique. D'accord. Donc, parlons donc de la première journée dans un premier temps et du concept proposé par Nicole Pachinian du carrefour de la paix, l'Arménie, le carrefour de la paix. Donc,
vous allez peut-être nous présenter le contenu de ce projet rapidement. Il s'agit donc, euh, dans le contenu, il s'agit d'un carrefour véritable de mise en relation entre, j'allais dire, les civilisations, hein, le nord, le sud, l'est, ouest, etc. Et l'Arménie devrait être le lieu où il y aurait, que tout le monde aurait intérêt à maintenir, en tout cas à passer par pour les intérêts économiques de chacune des grandes nations ou des grands pays à l'Est, au sud-est asiatique, l'Asie en général et puis l'Occident en général. Là, en dehors de ce contenu économique, quelle est la portée de cette idée de carrefour de la paix? Bon, on sait que l'Azerbaïdjan, après sa victoire au Karabakh, cherche aujourd'hui à relier le Nakhitchevan. Et donc, dans le meilleur des cas, à avoir une route qu'ils appellent le Zangezur, voire dans le pire des cas, annexer le sud de l'Arménie, le Syunik, pour avoir la continuité territoriale avec le Nakhitchevan. Ça rentre évidemment dans la stratégie azéro-turque d'avoir cet axe Bakou-Ankara, qui pour la Turquie est évidemment un vieux rêve de réunir les peuples pantouraniens donc vers l'Asie centrale sous sa bannière. Et par conséquent, ce qui était sous-entendu, c'est que avec une libre circulation possible à travers l'Arménie, que ce soit une libre circulation est-ouest ou nord-sud, eh bien, à ce moment-là, l'Azerbaïdjan et la Turquie n'auraient plus de raison de vouloir annexer territorialement le sud de l'Arménie. Quant à la Russie et à l'Iran, l'Iran qui s'oppose fermement à comment dire, à cet axe La route. est-ouest, parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir l'Azerbaïdjan occuper toutes leurs frontières, eh bien, si on a une libre circulation aussi nord-sud, eh bien, finalement, les Russes et les Iraniens ne mettraient pas leur veto à la paix dans le Caucase. Ça, c'est quand même une vision très américaine des choses, parce qu'on sait que les États-Unis veulent évidemment augmenter l'influence occidentale, surtout américaine, dans le Caucase, et que pour cela, ils ont besoin de désamorcer finalement les conflits entre les différents pays du Sud-Caucase. Euh, L'objectif principal étant de repousser la Russie vers l'extérieur, je veux dire, oui, tout à en fait. dehors de cette région. Tout à fait. C'est-à-dire L'idée principale, c'est ça. Sortir la Russie du Sud-Caucase. Bon, on est clairement, alors je explique dans mon bouquin les leçons de la crise syrienne, dans une confrontation entre l'Occident et l'axe eurasiatique dont fait partie la Russie, qui a commencé en Syrie, qui a explosé avec la guerre en Ukraine. Et évidemment, cela se poursuit sur différents théâtres d'opération. Et aujourd'hui, nous avons donc le Caucase qui est un deuxième front par rapport à l'Ukraine, où les Occidentaux essaient finalement de profiter de l'affaiblissement de la Russie qui est occupée en Ukraine pour placer leurs pions. Mais évidemment, ils se rendent bien compte qu'il y a des conflits régionaux ou historiques dans la région, et par conséquent, qu'il faut aplanir ces conflits pour pouvoir s'y installer durablement. Donc voilà, le projet du Carrefour de la paix Alors, montre c'est un finalement plus projet. ce projet géopolitique que dans un véritable projet économique, parce que est-ce que le Sud-Caucase peut devenir véritablement un carrefour international, global? On peut quand même se poser la question. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de tous ces corridors avec évidemment les routes de la soie chinoises, le corridor
Inde, Arabie Saoudite, Méditerranée, qui passe par Israël. Bon, on parle aussi du corridor Bassora, Bagdad, Turquie, entre le Golfe Persique et la Turquie et l'Europe. Donc c'est vrai qu'il y a une forte concurrence aujourd'hui entre tous ces axes. Ces corridors sont assez à la mode. Euh, et moi, je pense quand même que la réalité économique d'un tel corridor dans le Sud-Caucase est quand même assez limitée, mais c'est davantage évidemment un projet géopolitique. Intéressant, donc, que ce soit aussi que les États-Unis qui sont probablement derrière un tel projet, mais qu'en dit l'Europe, qu'en disent les pays de l'Asie du Sud qui étaient présents, en tout cas étaient représentés par des chercheurs ou par des politiques dans la région. Et après, on verra ce qu'en pense la Russie et enfin, des stakeholders, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des gens qui sont directement intéressés par cette région. La Russie, l'Iran, etc. On sait ce qu'il en est de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Bon, en ce qui concerne les quelques Européens qui étaient là, moi j'ai retenu ce qu'avait dit par exemple le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, disant que si on veut faire la paix, il faut avoir des projets d'infrastructure en commun. Bon, alors Luxembourg rappelait son histoire un peu tumultueuse au 19e siècle, début 20e, entre l'Allemagne, la France, et Mm. il a failli disparaître, avalé par l'un ou par l'autre. Finalement, il a survécu avec cette position neutre et cette position de carrefour finalement dans cette région. Mais la question, est-ce qu'on peut véritablement plaquer la situation du Luxembourg sur le Caucase, hein? Ça, c'est quand même une autre question. Bon, les Européens, vous savez, les diplomates dans ce genre de conférence, en général, ils ont toujours un discours assez positif, en rappelant que l'Europe avait un plan de développement pour l'Arménie de plusieurs milliards pour aider à la construction des infrastructures, etc. Donc, en général, dans ce genre de conférence, les intervenants sont toujours très positifs. Ça, c'est l'esprit think tank où il faut toujours être d'accord, toujours aller dans le sens de la conférence. C'est pas vraiment un lieu où les critiques vont pouvoir s'exprimer, hein, c'est clair. C'est plutôt évidemment dans les couloirs ou en dehors que le projet est discuté, est critiqué. Et le peu que j'ai pu en discuter avec des diplomates et des vrais experts en off, c'est qu'ils sont extrêmement dubitatifs par rapport au projet. Mm. Un projet qui paraît vraiment sorti d'un think tank américain, d'un cabinet de conseil, McKinsey ou autre, et qui est récupéré évidemment par le gouvernement arménien, qui a besoin, après l'épuration ethnique au Karabakh, après la défaite du Karabakh, d'apporter une alternative, un projet politique, un projet économique à la population. Hein, il faut Mm. toujours. Et ça, c'est une grande constante qu'on a dans beaucoup de pays du monde. On parle de dialogue Yerevan, mais moi, je vois par exemple les plans dans les pays du Golfe, la vision 2030 de Mohamed Ben Salman, la vision 2040 au Qatar. Voilà, il faut donner une perspective à la population, même si on sait que ce plan, cette perspective n'a aucune chance d'aboutir. En tout cas, Mm. il faut lui donner une direction pour affirmer son leadership, hein. C'est ça qui est, en termes politiques, le plus important. Donc, je pense On que parle c'est de dans ce cadre-là qu'on considération, peut comprendre. vous parlez de considération de politique intérieure en Arménie. Oui, tout à fait. Politique intérieure pour le Premier ministre, ça c'est clair. Après, pour les concepteurs du projet, qui à mon avis sont à Washington, ça rentre aussi dans leur stratégie géopolitique régionale de vouloir justement apaiser les relations entre Arménie, Géorgie et Azerbaïdjan, de manière à pouvoir étendre l'influence américaine dans cette zone au détriment de la Russie et de l'Iran. Mm. Euh, la question donc est multilatérale parce que si le gouvernement arménien parle de carrefour de la paix et que personne n'y croit,
ça devient caduque. Je veux dire, même pour la consommation intérieure de l'Arménie, ça devient difficile à continuer à parler. Or, ça fait tout de même pratiquement un an, sinon plus, que le gouvernement arménien, Nicole Pachinian, parle du carrefour de la paix. De l'autre côté de la frontière, en Azerbaïdjan, on se moque totalement de cette proposition. Et les menaces vont bon train aujourd'hui pour obtenir un couloir, non pas des routes simplement, un couloir sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. La Russie veut de ce couloir aussi sous contrôle de l'IFSP. Et donc, on se trouve aussi quelque part dans une situation où finalement, personne ne croit à ce projet. Alors, l'intérêt de maintenir cette idée dans l'espace public, c'est aussi de montrer peut-être notamment à l'Occident, qu'il y a un danger et que si l'Arménie prêche la paix et que l'Azerbaïdjan fait la guerre, qu'il y aura une intervention quelconque. Est-ce qu'on voit je veux dire, dans l'espace, dans l'air, une possibilité d'une intervention quelconque en cas d'agression par l'Azerbaïdjan aujourd'hui? Non, très clairement, non. Ni la France, ni les États-Unis ne vont envoyer des troupes pour défendre l'Arménie si elle est attaquée par l'Azerbaïdjan. Ça, c'est clair. Euh, et comme vous le dites très bien, du côté azéri, on se moque comment dire, de ce projet. De toute façon, je ne pense pas que pour l'Azerbaïdjan, ça soit un projet d'intérêt économique, hein, de relier l'Azerbaïdjan de l'Est avec le Nakhitchevan. C'est vraiment une volonté politique. De toute façon, quand vous avez un pays qui est coupé en deux, qui a une esclave comme le Nakhitchevan, forcément, il va vouloir essayer d'avoir une continuité territoriale avec. Il y a des exemples dans l'histoire qui sont quand même très clairs. On se souvient après la Première Guerre mondiale où l'Allemagne avait été coupée en deux avec cette Prusse orientale qui était séparée du Reich de l'Allemagne par le fameux corridor de Danzig. L'Allemagne n'a eu de cesse de revendiquer, alors tout d'abord évidemment un couloir de circulation, etc. Mais en fait, non, ce qu'ils voulaient faire, ils l'ont fait très rapidement. Enfin, La jonction. c'est la jonction territoriale pour relier la Prusse orientale avec l'Allemagne. Euh, donc, ces situations sont toujours conflictuelles. C'est extrêmement difficile de pouvoir faire renoncer au pays qui est divisé comme ça, d'avoir une continuité territoriale. Ça flatte le nationalisme, ça donne pour le coup une vision nationale, un combat national à la population, de manière à faire cette unité qui lui manque. Parce Mm. que, sur quoi aujourd'hui les Russes penchent davantage en termes de couloir économique, c'est un couloir Russie, Géorgie, Azerbaïdjan, Iran. Mm. Euh, Là, ça a du sens économiquement. En plus, d'un point de vue géographie physique, hein, si on prend la géographie tout bêtement, c'est quand même beaucoup plus facile de passer par l'Azerbaïdjan pour aller en Iran que par l'Arménie montagneuse et étroite. Donc, et c'est plutôt vers cet objectif que la Russie pousse aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a toute cette communauté des États de la mer Caspienne qui se réunit régulièrement, euh, parce que les Russes insistent sur cette réunion des États de la Caspienne pour maintenir leur influence dans la région et attirer les grandes routes commerciales vers cet espace. Donc, pour moi, ce n'est pas une finalité économique, le projet. Enfin, en tout cas, vu de l'Azerbaïdjan, c'est vraiment une finalité territoriale, géopolitique, de réunir le Nakhitchevan. Bon, est-ce que les Russes sentent que ce n'est pas un projet pour eux?
Ah bah, les Russes, de toute façon, savent très bien que c'est un projet américain, donc ils vont s'y opposer. Ça, c'est très net. C'est très net. Les Russes ont toujours d'énormes moyens de pression sur l'Arménie. Le premier, c'est l'énergie. Le gaz russe vendu à bas prix à l'Arménie permet de soutenir son économie. La centrale électrique qui est à côté de l'Irevan, la centrale nucléaire, bon, ben, c'est une centrale russe avec un management russe. S'ils abandonnent, l'Arménie est privée d'énergie. Et il n'y a pas de source d'énergie alternative. Donc, les Russes peuvent peuvent détruire l'économie arménienne du jour au lendemain s'ils le souhaitent. Alors, avant de passer aux alliances dans la région qui sont en train enfin, qui sont devenues un peu mouvantes depuis la guerre du Karabakh, depuis un peu avant la guerre du Karabakh, moi, je voudrais avoir un avis aussi, Fabrice, sur le sud-est asiatique et les pays asiatiques qui étaient à cette conférence. Qu'est-ce qu'ils disent en substance? Franchement, je ne les ai pas trouvés leurs interventions d'une grande pertinence. C'était quand même plutôt de la langue de bois oui, plutôt de la langue de bois et du positivisme à tout cran. Euh, des interventions. C'est quand même l'Arménie, c'est quand même très marginal hein, par rapport à l'Inde, par rapport à l'Asie. Euh, Ils j'ai pas trouvé vraiment qu'ils avaient un Pas de discours vision. très, très intéressant, pas de En tout cas, vision. l'Arménie ne fait pas partie d'une vision de leur relation avec la région. Non, 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 non. Bon, ouais, ils ont eu cette opportunité d'organiser la conférence, donc ils l'ont fait parce qu'ils étaient rémunérés pour ça. Ils ont dû obtenir un contrat, un financement donc du gouvernement arménien, peut-être une aide économique pour organiser ce type de conférence de la part de l'Europe ou des États-Unis. Le gouvernement a fait un appel d'offres. Il se trouve que les Indiens sont pas chers, donc cette agence indienne a donc été mobilisée pour cela. Elle s'appelle Observer Research Foundation. Elle a d'ailleurs, comment dire, publié un rapport qui s'appelle The Yerevan Primer, A World in Transition, que j'ai sous les yeux, qui est écrit très gros et qui compte 70 pages et franchement qui n'est pas hyper intéressant, quoi. D'accord. Alors, parce que bon, c'est une question qui était intéressante parce que l'Arménie, dans la diversification de sa politique extérieure, cite souvent le cas de ses relations avec l'Inde, par exemple. Ses relations, ses achats d'armes, etc., avec l'Inde. Et on laisse supposer que l'Inde a un certain intérêt avec en tout cas, trouve un intérêt à être s'allier à l'Arménie, etc., ce qui est aujourd'hui n'a pas prouvé. Et en tout cas, selon vous, il n'y a pas de quoi penser à quelque chose d'important entre les deux pays. Non, bah non, c'est pas. Si l'Inde peut, comment dire, obtenir Vis-à-vis de la région, par exemple. quelques marchés en Arménie, oui, pourquoi pas, mais l'Inde n'a pas une géopolitique, un intérêt dans le Caucase. Bon, l'Inde essaie évidemment de confronter la Chine et le Pakistan là où elle le peut. Comme je le disais, hein, le Pakistan étant allié de l'Azerbaïdjan, bon, bah, l'Inde va naturellement avoir des amitiés pour l'Arménie, mais il n'y a pas de stratégie de corridor, de route, de base militaire, de je ne sais quoi en Asie centrale. C'est quand même un autre monde, hein, l'Inde par rapport à l'Asie centrale et le Caucase. Alors, donc, pour en revenir à la région du Sud-Caucase, on parle beaucoup de changement de vecteur en Arménie, en tout cas en parlant de la politique arménienne. Il y a toute une classe
d'analystes et d'acteurs de la vie politique en Arménie qui considèrent que la Russie, c'était fini et que maintenant, il fallait se tourner vers l'Occident. Est-ce que vous avez senti cette tendance dans les prises de parole on voit par les articles dans la presse américaine aussi, de la part d'analystes arméniens, pas d'analystes américains, il y a de plus en plus donc de prise de position sur le fait que l'issue de cette situation, la seule solution, c'est que les États-Unis prennent en charge non pas la défense de l'Arménie, mais en tout cas, arrête l'Azerbaïdjan dans son élan de vouloir attaquer l'Arménie encore et de prendre le sud de l'Arménie. Est-ce que vous avez vu dans cette conférence une tendance se dessiner comme ça de la part de l'Arménie et de ses analystes? Lors de la conférence, évidemment, les discours étaient quand même pro-occidentaux. Évidemment, il y avait un Iranien, il y avait un Russe, mais qui ont reporté le discours officiel du Kremlin et de Téhéran. Mais globalement, 99% des gens étaient quand même plutôt des gens pro-occidentaux. Donc, c'est pas dans la conférence qu'on peut qu'on peut vraiment prendre le pouls euh, de la population arménienne ou des dirigeants politiques arméniens. Pour les gens que j'ai pu rencontrer en dehors de la conférence, on est évidemment beaucoup plus sceptique, beaucoup plus modéré par rapport à ce retrait, enfin, comment dire, cet éloignement de la Russie, parce que la fourniture énergétique, la présence militaire, etc., c'est toujours la Russie. Euh, Là, la Russie est en position de faiblesse du fait de la guerre en Ukraine, du fait de la perte du Karabakh, où quand même beaucoup d'Arméniens se sont sentis trahis par la Russie, donc un sentiment anti-russe dans la population a pu naître. Euh, et avec une habile campagne de communication de l'Occident, relayée par les médias arméniens proches du gouvernement, bien sûr, on peut encourager un sentiment pro-occidental. Mais ensuite, quand on regarde les faits, qu'on réfléchit un petit peu, bon, on se rend compte que ce soutien occidental, il est quand même extrêmement faible. La France a fourni quelques véhicules blindés. Il y a eu une aide économique européenne de peut-être 100 ou 200 millions d'euros, mais enfin, C'est c'est pas minime. énorme comparé à ce que, par exemple, l'Europe donne à la Turquie chaque année. C'est vraiment peanuts. Donc, on peut être un peu dubitatif par rapport à tout ça. Et c'est vrai que les gens avec qui j'ai pu m'entretenir disent attention, il faut faire attention à la Russie, il ne faut pas la fâcher parce que en cas de confrontation avec la Russie, ils sont convaincus que, évidemment, les Occidentaux n'interviendront pas. Oui, et l'Azerbaïdjan le sait aussi. Et donc, la question du déclenchement de la guerre, probablement après la COP29, se pose véritablement aujourd'hui. Est-ce que on a parlé de l'Azerbaïdjan dans cette conférence, Oui, on en a parlé, bien sûr. du rôle de l'Azerbaïdjan? On Que a parlé disent de les uns et les l'Azerbaïdjan autres? en tant que partenaire de paix, partenaire économique, en ces termes-là, mais il n'y a pas eu de dénonciation, comment dire, de l'Azerbaïdjan. Non, c'est resté très poli à son égard. Hmm. Non, donc, en dehors de cette conférence, il y avait un dialogue qui a duré 2 jours, je crois. Oui, tout à fait, oui. Votre impression générale après vos rencontres, vos différentes rencontres, en dehors de la conférence, quel est votre sentiment sur la situation de l'Arménie aujourd'hui? Ouais, une situation extrêmement fragile parce que
voilà, l'Azerbaïdjan est prêt à attaquer l'Arménie et le soutien occidental est trop faible, hein, par rapport à une velléité guerrière de l'Azerbaïdjan. Euh, j'ai trouvé. Est-ce que les chercheurs ou les analystes que vous avez rencontrés sont conscients de ça? Est-ce qu'ils travaillent sur ce sujet? Ah oui, oui, ils en sont conscients, c'est quand même la principale crainte. Euh, et je retiens une phrase que m'a dit un chercheur qui travaille dans la résolution des conflits. Il a une certaine expérience dans le domaine, hein, il a 75 ans aujourd'hui, et il en est arrivé à la conclusion que si l'Arménie veut la paix, il faut qu'elle se prépare à la guerre. Donc, la négociation, le dialogue, tout ça, c'est pas la peine de perdre son temps. Ce qu'il faut, c'est s'armer, montrer sa force, de manière à dissuader l'Azerbaïdjan d'attaquer, parce que, il subira des pertes. Et il faut bien comprendre que l'Azerbaïdjan, comme la Turquie d'ailleurs, ce sont des pays qui aujourd'hui ne peuvent plus se permettre de perdre trop d'hommes, parce qu'il y a une opinion publique. Les soldats n'acceptent plus de mourir au champ de bataille, ils veulent prendre leur retraite et mourir dans leur lit. Donc, si l'Azerbaïdjan, en voulant attaquer l'Arménie, sait qu'il va avoir de lourdes pertes humaines, eh bien, ça le fera renoncer. Dans la guerre du Karabakh, il a triomphé aussi parce qu'il a importé des mercenaires syriens grâce à la Turquie qui est allée piocher dans le nord-ouest de la Syrie, dans la région d'Idleb, des mercenaires, des anciens djihadistes qu'on a transportés en Azerbaïdjan, à qui on a promis monts et merveilles, et puis on leur a dit que c'était sans danger, c'est-à-dire on leur a dit vous allez rester à l'arrière, vous allez garder les dépôts de munitions, les routes, etc. Et puis en fait, on les a envoyés en première ligne servir de chair à canon. Il y a Est-ce eu que, d'énormes pertes parmi eux. entre, Et ça aujourd'hui, j'ouvre une les mercenaires parenthèse, syriens, ils ne sont pas prêts de recommencer, à mon avis. justement une parenthèse que vous avez évoquée, enfin c'est ce sujet que vous avez évoqué, c'est dans vos voyages en Syrie très fréquents ces dernières années, est-ce que vous avez eu une trace de cette participation des djihadistes à la guerre de l'Artsakh? Est-ce que vous avez eu écho n'importe où? Enfin, vous n'êtes pas allé à Idlib même, probablement, mais dans les régions alentours, est-ce qu'on a parlé de ces mercenaires que la Turquie et l'Azerbaïdjan ont fait venir dans la guerre des 44 jours en 2020? Oui, ça, dans la région kurde, par exemple, on en a parlé, puisque la Turquie rêve d'écraser la région kurde, et il savait très bien qu'il y avait donc des mercenaires qui avaient été, enfin des Syriens qui avaient été embauchés par les Turcs. Ce sont d'ailleurs sur les sites d'information kurdes qu'on a eu les meilleures informations sur ce qui était arrivé justement à ce contingent qui avait été envoyé en Azerbaïdjan. Euh, et bon, ils savent que ces gens-là peuvent être aussi utilisés par la Turquie contre eux. Donc, c'est une réalité qui est aussi connue dans la région. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Les Turcs ont recruté pour la guerre du Karabakh, ils recrutent pour envoyer du monde en Libye, enfin, partout où ils ont des intérêts et où ils ne veulent pas risquer des citoyens turcs, eh bien, ils puisent dans ce réservoir énorme de Syriens dans la région d'Idleb, d'Al-Bab, Jérablos, qu'ils contrôlent. Donc, voilà, donc on referme la parenthèse parce que c'était intéressant de vous poser cette question. On était en train de parler donc de la Turquie et de l'Azerbaïdjan et comment voit la Turquie et l'Azerbaïdjan donc l'évolution de la situation dans la région. Bah, la Turquie, aujourd'hui, euh, profite évidemment de la guerre en Ukraine pour avancer ses pions, profitant des besoins de la Russie
puisque bon, pour moi, la Turquie, c'est le cheval de Troie de la Russie dans l'OTAN. Ça neutralise pas mal de choses au sein de l'OTAN. Et donc Erdogan profite évidemment de cette situation pour obtenir des choses de la part de Moscou. Euh, le problème, c'est quand même que la Turquie a des difficultés économiques. Et, donc, elle frappe aussi à la porte de l'Europe, des États-Unis, pour avoir une aide économique, ce qui est la ralentit quand même dans ses velléités, justement, dans le Caucase. Mais entre, comment dire, une intervention turco-azérie contre l'Arménie et puis la menace de voir déferler plusieurs millions d'immigrés illégaux en Turquie, en provenance de Turquie vers l'Europe. Évidemment, l'Europe, tétanisée par ce qui s'est produit en 2015, hein, le million de réfugiés syriens et autres qui sont arrivés depuis la Turquie, malheureusement, l'Europe abandonnera l'Arménie. Ça, j'en suis persuadé. Parce que si la France a quand même une position assez ferme à l'égard de la Turquie et n'est pas dupe à l'égard de la Turquie, Mm. ainsi que de l'Azerbaïdjan, ce n'est pas le cas des autres pays européens, malheureusement, en Ouais. particulier de l'Allemagne qui est très, comment dire, euh, très douce avec la Turquie, très soumise à la Turquie. Mais la France, surtout après ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, là, Mm. on a vu le rôle déstabilisateur de l'Azerbaïdjan qui a quand même voilà, réhabiliter le congrès des peuples de Bakou qu'avait organisé en son temps Lénine pour déstabiliser les empires coloniaux, eh bien Ouais. l'Azerbaïdjan s'appuie sur cette vieille histoire Mm. pour faire venir les derniers peuples entre guillemets colonisés, c'est-à-dire les Kanaks, les Martiniquais et même les Corses, pour dénoncer le rôle colonisateur de la France. Donc là, du côté des affaires étrangères, on est quand même aujourd'hui assez furieux à l'égard de l'Azerbaïdjan, ce qui nous encourage davantage à soutenir l'Arménie. Mais malheureusement, au sein de l'Europe, on est quand même un peu isolé. Mm. Mais bon, on a le torchon brûle entre l'Azerbaïdjan et la France. Les relations de l'Azerbaïdjan avec l'Europe ne sont pas au beau fixe non plus, parce que aujourd'hui, clairement, il y a une nouvelle alliance renforcée avec la Russie de l'Azerbaïdjan. On sait que, bon, bien entendu, il y a du gaz qui est exporté vers l'Europe qui couvre très peu les besoins de l'Europe. Il y a euh, ce marchandage autour du gaz azerbaïdjanais, mais on voit bien tout de même que avec l'expulsion des parlementaires du Conseil de l'Europe, de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, des parlementaires azerbaïdjanais, etc. Donc il y a tout de même du gaz dans l'eau avec l'Europe. Quelle est la vraie situation? Quelles sont les relations de l'Azerbaïdjan directement sans passer par la Turquie avec les États-Unis? Qu'est-ce qu'on pense aux États-Unis de l'Azerbaïdjan et de son rôle ambigu dans la guerre de l'Ukraine, par exemple? Dans la guerre de l'Ukraine, je ne sais pas, mais ce qui intéresse en premier lieu les États-Unis, c'est d'avoir un Azerbaïdjan anti-iranien. Enfin, voilà, l'Azerbaïdjan est contre et anti-iranien. Et par conséquent, c'est un allié des États-Unis dans la région. Si l'Azerbaïdjan peut devenir assez puissant aussi pour résister à la Russie, euh, et c'est ce qui est en train un petit peu de se produire du fait de l'affaiblissement de la Russie, bien sûr, mais un Aliyev galvanisé par sa victoire au Karabakh, sa réunification, enfin, sa réintégration du Karabakh dans l'Azerbaïdjan, là, il a gagné en popularité. L'Europe a besoin de gaz, donc il n'y a pas de souci.
il a aussi cette indépendance énergétique, financière, qui lui permet d'acheter aussi hein, des parlementaires, des cabinets de communication en Europe pour faire sa promotion, jusqu'à Mm. obtenir cette fameuse COP29. Enfin, c'est un véritable scandale, que personne ne trouve rien à dire à cela. Et on se rend compte aussi que il commence à s'émanciper de la Turquie d'Erdogan. Euh, donc tout ça fait que du Et côté voire des même à États-Unis, des moyens de pression sur la on le Turquie. ménage, on ménage l'Azerbaïdjan. Mm. Donc c'est une attitude de ménagement. C'est une attitude de ménagement, oui, tout à fait. Mm. Euh, donc on ménage la Turquie, on ménage l'Azerbaïdjan en Europe et aux États-Unis. Et il y a de plus en plus de tendances pour la demande l'adhésion par l'Azerbaïdjan, voire même de la Turquie, je crois, aux BRICS. Oui. Et la Turquie a Tout demandé ça ne officiellement. pose pas de problème à l'Occident, ni aux États-Unis en Bah, si, particulier. ça pose des problèmes, bien sûr. Les États-Unis sont pas très heureux de voir tout ce petit monde glisser doucement vers l'Est, s'autonomiser. Euh, mais bien sûr, la priorité des États-Unis, c'est d'abord la Chine. Garder la prééminence économique dans le monde. Euh, on ne va plus se lancer dans des interventions militaires à l'extérieur, parce que depuis la guerre en Irak, c'est plus possible. On le voit bien avec la campagne électorale américaine qui a lieu aujourd'hui. Euh, Ni Kamala Harris, ni Trump ne passent pour des va-t-en-guerre. Trump est clairement isolationniste, sauf pour ce qui concerne la défense d'Israël, mais pour le reste du monde, il est clairement isolationniste. Et finalement, on se rend compte que Kamala Harris, c'est du soft Trump. Elle est à peu près sur la même longueur d'onde, parce que les États-Unis n'ont plus clairement les moyens, l'appétence pour ces interventions extérieures. Il faut d'abord se renforcer à l'intérieur pour pouvoir lutter contre la Chine. Donc évidemment, ça laisse des marges de manœuvre pour toutes ces puissances régionales qui ont des velléités d'expansion. Et on essaie plutôt de jouer sur, là aussi, leur émancipation par rapport à la Russie, l'Azerbaïdjan, la Turquie par rapport à la Russie, l'Azerbaïdjan par rapport à la Turquie, divisé pour régner, en évitant d'avoir un bloc finalement structuré face à soi. Alors pour finir, Fabrice Balanche, une question difficile. Quelles sont les options de l'Arménie? Ouf, c'est difficile, hein, difficile à dire. Les options de l'Arménie, moi, je pense que c'est ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment qu'elle se renforce sur le plan militaire, de manière à montrer à l'Azerbaïdjan que s'il y a une attaque, il aura des pertes. Et ça peut évidemment les dissuader de passer à l'offensive. Ensuite, ben, c'est s'efforcer d'avoir des bonnes relations à la fois avec les Occidentaux et à la fois avec la Russie, en attendant le jour où le régime de Poutine s'effondre et qu'on retrouve une Russie affaiblie, et à ce moment-là, qui évitera que l'Arménie soit un satellite de la Russie. Mais en attendant, je dirais qu'il faut faire il faut avoir, voilà, garder une certaine neutralité pour l'Arménie et puis surtout se renforcer sur le plan militaire si elle veut éviter une offensive azérienne. Mm. Votre intervention dans cette conférence a porté sur ce thème. Non, ah non, non, on m'a demandé d'intervenir sur la question du réchauffement climatique et le réchauffement climatique comme un nouveau paramètre dans la géopolitique. Et c'est vrai que c'est un thème de recherche sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, Mm. parce En que quoi ça concerne la région, par exemple la mer Caspienne et... eh ben, le Sud-Caucase, comme toutes les régions du monde, est confronté au réchauffement climatique. Donc on a une pression sur les ressources, notamment les ressources en eau, qui augmente, ce qui explique aussi l'intérêt de l'Azerbaïdjan pour le Tavush et le lac Sevan, par exemple, un réservoir naturel. Euh, et
donc on a ces problèmes évidemment des ressources en eau. On a le problème de l'adaptation des pays, des sociétés au réchauffement climatique. Pour cela, il faut des moyens, il faut une gouvernance parce que les populations ne peuvent pas s'adapter seules. Et si les populations, s'il n'y a pas il n'y a pas une gouvernance qui permet l'adaptation au réchauffement climatique, ça va créer des tensions, ça va multiplier les conflits locaux qui vont évidemment déstabiliser les États, déstabiliser les gouvernements. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, d'abord à mon avis à l'échelle locale, sans exclure évidemment l'échelle internationale, parce que on voit tout le jeu de la Turquie avec les barrages sur l'Euphrate, sur le Tigre. Aujourd'hui, Syrie, Irak sont à genoux Zang. par rapport à la Turquie. Alors certes, il n'y a pas des guerres de l'eau entre l'Irak et la Turquie, parce que la Turquie est un pays puissant, dominant, et c'est pas l'Irak qui va aller se battre pour que les barrages soient ouverts. Mm, Mais on va arriver de plus en plus à ce genre, à des situations conflictuelles pour les ressources en eau. Mais c'est surtout au niveau local qu'il va falloir faire attention parce qu'il y a des communautés entières qui vont se retrouver privées d'eau, privées d'agriculture et l'adaptation aussi par rapport à la chaleur. Qui rend fou et qui peut générer des émeutes, comme on l'a vu en Irak en 2019 à Bassora, où les gens n'en pouvaient plus après des semaines à 50 degrés à l'ombre. mm, mm. Et vous avez senti une réception de de ces prospectives concernant le climat auprès des représentants de l'Arménie? Bah, malheureusement, la principale préoccupation, c'est quand même les risques de guerre avec l'Azerbaïdjan. Donc, Mm. le Donc réchauffement ça paraît climatique, lointain les pour eux. conséquences, ça paraît secondaire. Mais c'est aussi quelque chose auquel l'Arménie doit penser. Parce que quand on voit, par exemple, le développement urbain de Yerevan, ces nouvelles constructions géantes qui poussent un peu partout, elles ne sont pas du tout adaptées au réchauffement climatique. Donc, ça veut dire une consommation d'énergie énorme pour la climatisation, pour le chauffage. Mm. Euh, Quand on voit le développement des voitures à Yerevan, moi j'ai connu Yerevan il y a 9 ans, en 2015, on prenait le métro, le bus, on se promenait dans la ville, c'était très agréable. Mm. Aujourd'hui, c'est infernal. Des Le tout bouchons voiture, matin et soir. le tout voiture vous massacre la qualité de vie. Mm. Et ça, là aussi, ça crée une dépense énergétique, une dépense en termes d'importation de voitures, enfin, qui est absolument insoutenable Mm. pour l'Arménie. Donc, il y a pas, à mon avis, en Arménie, tellement de réflexion sur l'adaptation du pays au réchauffement climatique. Et Mm. ça, ce manque d'adaptabilité va poser problème assez rapidement. Mm. Euh, Faisant basculer finalement une partie de la population, les plus pauvres, bien sûr, dans ce qu'on appelle la précarité climatique, leur rendant la vie impossible pour l'accès à l'eau, pour Mm. les périodes de forte chaleur et autres. Mm. Merci beaucoup, Fabrice Balanche, pour cet Merci à vous. entretien, ce compte-rendu que vous nous avez fait de la conférence Erevan Dialogue, qui nous intéresse particulièrement parce qu'on est à la veille de la conférence de la COP 29 en Azerbaïdjan et on attend beaucoup de choses qui tournaient autour de cette conférence. Il y a une campagne mondiale actuellement pour la libération des prisonniers arméniens et la lumière sur les disparus de force pendant la guerre, pendant les différentes guerres en Azerbaïdjan. Et il y a aussi cette crainte d'une nouvelle agression de l'Azerbaïdjan après la conférence, parce que, bon, avant la conférence, il faut faire bonne figure vis-à-vis de la communauté internationale. Et on pense, en tout cas, on espère, on pense que cette guerre n'aura pas lieu dans les conditions actuelles. Merci beaucoup, Merci pour Fabrice l'appel. Balanche. À très bientôt. À très bientôt également. Au revoir. Au revoir.
bon, j'arrive pas à trouver la fin. Suspendre, attends, suspendre, arrêter